vais commencer par remercier d'abord Fabrice. Le microphone. Ouais. Je suis ravi d'être ici et je pense que ce colloque cette semaine, l'interdisciplinarité à Cargèse, sous le soleil, sous le chapiteau, c'était un des majeurs événements que j'ai jamais vécu ici. Donc c'est vraiment magnifique. Donc je voudrais remercier le comité scientifique et Fabrice et le personnel aussi pour avoir organisé cet événement. Je suis, comme vous tous, probablement ravi d'être parmi vous. Fabrice, effectivement, il a fait déjà une petite introduction, donc il m'a demandé brièvement de faire un petit point sur les 60 ans. Évidemment, une demi-heure, ça ne suffit pas pour tout dire. Effectivement, comme il a dit Fabrice, je connais l'Institut avec différentes casquettes, surtout en tant que participant, en tant qu'organisateur, en tant que directeur adjoint à l'Institut de physique, où j'étais souvent ici. Et j'étais même directeur adjoint de l'Institut pendant un certain moment. Donc voilà, donc je connais assez bien l'Institut. Mais je pense que le plus important, c'est toujours la science. Et vous voyez ici une photo qui a été prise il y a 15 ans. C'était en 2006. La photo a été prise juste là. Et donc c'était un événement que j'ai organisé, une école thématique du CNRS. Et vous voyez ici que, bon, d'abord, il y a beaucoup de jeunes, ce qui nous manque un petit peu aujourd'hui, beaucoup de jeunes. Et même des jeunes qui sont devenus des grands stars sur la photo. Il y a aussi parmi les orateurs, vous voyez le maître du temps qui est au milieu, etc. Il y a Georg Maret là-bas. Il y a une personne là-bas dont le nom m'a échappé. Et donc il y a Michel Campillo ici. Et donc justement Yves Colin de Vorière, Claude Boccara. Donc ce sont tous des barons. Ça c'est un GDR parce que notre GDR, notre groupement de recherche, est très souvent venu ici pour organiser sur différentes thématiques. Et c'était toujours très interdisciplinaire, mathématiciens, opticiens, géophysiciens, etc. Et donc, juste un petit mot pour ce que vous voyez ici derrière Michel. Il y a Roger Ménard, et je pense que Mathias a déjà fait l'honneur à Roger, parce que Roger est un grand animateur du GDR. Et malheureusement, il nous a quittés il y a 6 ans. Donc, l'interdisciplinarité, c'est un mot-clé, on attend tous les 10 minutes ici. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui caractérise l'Institut de Cargèse, beaucoup plus que l'école de physique aux Ouches, qui est beaucoup plus focalisée sur la physique et les interfaces, l'interdisciplinarité. Et donc, juste pour faire un tout petit point de la semaine, vous voyez ici ce que j'ai appris de l'interdisciplinaire ici, le strip de Mobius en imagerie in vivo, l'horloge stochastique en gravitation quantique, calculer la météo plus vite qu'elle ne change, le modèle canonique, la théorie CK du raisonnement créatif. Ça, j'étais complètement ignorant. Un télescope gravitationnel dans les métaphores sismiques. Correlated Quantum Wedding Cakes, Thierry, ça c'est bien. QED cavité catalyse par tournevis, Thomas. Et enfin, hier, on a vu, qui m'a inspiré beaucoup, le retournement temporel d'une chimali mouillée. Bon, la liste n'est pas exhaustive, évidemment, mais donc l'interdisciplinaire, c'est une très bonne chose. Alors, pour ce qui concerne un peu plus, parce qu'on a les tutelles ici parmi nous maintenant, vous savez que côté CNRS, c'est bien l'Institut de physique qui gère, entre guillemets, l'Institut de Cargèse, comme l'Institut aux Ouches. Et donc, il y a quelques années, Alain est là pour témoigner, on a décidé au CNRS, à l'IMP, de vraiment faire la totale, faire la priorité aux deux instituts. Donc ça veut dire qu'il faut encourager les autres instituts aussi de venir et de s'engager là-dedans, parce que c'était simplement une gestion IMP, mais surtout à Cargèse, je pense qu'il y a tous les instituts du CNRS qui sont impliqués facilement. Ça se voit dans la présence ici. Et donc il faut défendre les écoles thématiques au CNRS, parce qu'il y a beaucoup d'écoles thématiques ici à Cargèse. Et puis donc il faut aussi sanctuariser la dotation et l'argent qui traîne et peut-être mettre des postes si besoin. C'est ça qu'on avait dit. Et donc c'était une décision, mais il y avait aussi autre chose. Il y avait autre chose parce que il n'était pas clair, il y a peut-être 5-6 ans, pourquoi les instituts sont là. Et donc il y avait toujours
des choses pas claires parce que les gens disaient que oui, vous allez vous baigner à Cargèse, etc. Et donc, il fallait expliquer à tout le monde, y compris les scientifiques, mais aussi le grand public, pourquoi l'Institut de Cargèse et l'école de physique aux Ouches existent. Et ça, donc, c'était une mission qu'on s'est dit, et comment faire. Et on avait décidé à l'époque de créer un livre qui s'appelle maintenant Le Jardin de la physique, et donc, qui a été édité par CNRS Éditions. Donc, on a pris l'initiative de l'Institut de physique, mais on n'a pas fait nous-mêmes. Donc, on a embauché un photographe qui est très bien connu en France, Vincent Moncoget. Il a fait d'autres projets à l'IHP, à Soleil, Synchrotron, etc. Et donc, on a même trouvé un writer, donc Luc Allemand, qui est aussi assez bien connu. Donc, le livre existe. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sans doute. Parmi vous, il y a beaucoup. Et donc, on a même trouvé Claude Cohen-Tenucci. J'étais chez lui à la maison même pour échanger des informations. Il y a des témoignages dedans. Et donc, il y a plusieurs personnes ici présentes qui ont témoigné. Et le but de ce livre, c'est vraiment d'expliquer au grand public, aux scientifiques, mais aussi à l'administration, pourquoi ça existe, pourquoi les écoles sont vraiment indispensables. Et donc, je vous donne une impression, quand vous pouvez acheter le livre, peut-être il y a des exemplaires ici, je ne sais pas, mais donc là, il y a certaines photos qui ont été prises et qui expliquent un tout petit peu. Donc là, vous voyez un ensemble de photos que vous trouvez donc, soit aux Ouches, soit ici à Cargèse. Vous voyez que ça donne une impression un peu que la science, il se passe vraiment des choses scientifiques aux deux instituts. Alors, les témoignages, évidemment. Donc, Cécile Levitt est décédée 2 mois après l'apparition du livre, malheureusement, mais on a donc discuté avec Cécile par téléphone, parce qu'elle est aux États-Unis. Elle a fondé les Ouches. Et donc, le témoignage, donc on a 2 heures de discussion avec elle pour le livre. C'est en me brossant les dents qu'est venue l'idée de créer une école de physique d'été, explique-t-elle. 2 mois par an, je rassemblais en France les meilleurs étudiants avec les meilleurs professeurs pour commencer l'enseignement universitaire inexistant. Il faut savoir que les écoles ont été fondées parce qu'il manquait les masters qui existent aujourd'hui. C'est ça pourquoi ça a démarré. Bon, son copain, Maurice Lévy, ils sont très copains, il a fondé Cargèse parce qu'il pensait que le temps était mauvais aux Ouches. Et donc, peut-être qu'il a raison, je ne sais pas, mais je pense que ça va. Et donc, il a aussi témoigné pour le livre, il était très content. Les écoles d'été jouent souvent un rôle essentiel dans le développement de la science. Chacun permet de faire un point complet sur un domaine des bases aux découvertes les plus récentes. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça l'idée, et je pense que c'est toujours valable actuellement. Sur la photo, vous voyez donc en haut, vous voyez Wolfgang Pauli. La photo, c'est aux Ouches. La photo a été prise en 1955, parce qu'il était mort en 1958, donc c'était bien avant, c'est au-delà de 60 ans des Ouches. Vous voyez ici renseigné sur un tableau d'or, sur le chalet qui existe toujours. Sans doute, il enseigne sur le neutrino, parce que le neutrino a été prédit par Wolfgang Pauli, il a été découvert donc, en 1956. Donc je suis à peu près sûr qu'il explique pourquoi le neutrino doit exister. C'était 1 an avant la découverte du neutrino. Sur la photo en bas, bon, il y a une photo aussi à côté. Vous voyez qu'il y a Jacques Dupont-Roch qui enseigne. La photo a été prise, si je me souviens bien, en 67 ou 68. Et donc, c'était donc la naissance de l'optique quantique 2 ans après donc, l'introduction par Roy Glauber des états cohérents. Donc voilà, c'est une physique extrêmement excitée sur la plage de Cargèse. Alors, il y a d'autres témoignages que vous pouvez trouver. Il y a un témoignage de Pierre Leyna. Je pense que la plupart de vous connaissent Pierre Leyna, surtout les anciens. Et donc là, il a dit « On a ainsi le droit de ne rien faire, ou plutôt de laisser cerveau et esprit élaborer. » C'est très important, la médiation. La capacité de se laisser immerger dans plus grand que soi, ça contribue à la créativité scientifique. Faisons rien, notre cerveau est en fait très actif. Donc ça, c'est un beau discours. Mais ça, c'est aussi un discours qu'on a du mal à vendre quand même à l'administration du CNRS qui doit payer l'émission. Okay? Donc ça, c'est, je veux dire que, donc, il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser. Parce que je pense que tout le monde est d'accord avec le texte, mais
vous voyez que pour défendre une école dans les étages du CNRS ou CEA ou université, on aura du mal. Je pense que le texte de Claude Quintanoggi est beaucoup plus approprié. J'espère que la communauté de la physique et surtout les agences de moyens et les décideurs ont bien conscience que la recette de ces écoles scientifiques, isolée et conviviale, a été et restera précieuse pour le progrès de la science. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vendre et je pense qu'il faut le dire à tout le monde. Alors, Cargèse et les ouches ne sont pas uniques, évidemment. Il y en a pas mal dans le monde. Il y a l'International Center for Theoretical Physics, Abdusab Alam, Santa Barbara, évidemment, on en a parlé. Pour les mathématiciens et les physiciens théoriciens, il y a l'IHP à Paris. Le Aspen Center of Physics, vous connaissez sans doute aussi, avec une formule qui est très proche de Cargèse. Même sur le site web, vous pouvez lire Aspen remains the best place on earth to have a chance to actually think deeply and without interruption. Évidemment, nous ne sommes pas d'accord, c'est pas le best place, c'est ici. Mais bon, il faut le dire tôt ou tard. Mais bon, vous voyez, c'est la même formule qu'ici. C'est aussi simple que ça. Il y a une chose où j'étais un peu plus réservé, parce qu'il y a une dizaine d'années, les ouches avaient, avec Martial Duclois, avaient un projet d'avoir une école des ouches à Singapour. Bon, c'est un projet, pour moi, le lieu et la mission sont un peu liés. C'est-à-dire que, pour moi, une école de physique aux ouches doit se tenir aux ouches, et pas à Singapour, c'est au pied du Mont Blanc, et pas dans une mer remplie de requins à Singapour. Ça, c'est pour moi. Donc, heureusement, ce projet a été abandonné. Je sais que Cargèse a été aussi en relation avec un institut à Vietnam, et je pense que c'est très bien d'exporter la formule. Mais il ne faut pas perdre son identité. Cargèse, c'est unique dans le monde. Est-ce que tu vas citer le truc de Tran Van Tan au Vietnam? Oui, c'est ça. Oui, mais un peu en détail. Les détails qui sont un peu liés à ici. Pas maintenant. Alors, donc, la question, après la rédaction du livre, et après avoir discuté avec les uns et les autres qui ont passé du temps ici, pourquoi l'Institut des études scientifiques existe-t-il? Et ça, c'est une question qu'il faut se poser après 60 ans. Et je pense que ça mérite quelques bonnes réponses. Et on en a parlé un tout petit peu pendant les ateliers. Et donc, peut-être, je lis ces quatre, peut-être il y en a d'autres, peut-être on en parle. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'une formation loin des salles de cours et loin des salles de manip, avec le temps de réfléchir et sans dérèglement. Donc, c'est un peu comme la formule d'Aspen. Rapprocher jeunes chercheurs et chercheurs confirmés dans un cadre confiné et convivial. Et il ne faut pas oublier que ça donne donc la possibilité de networking, ce qui est impossible en Zoom, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de thésards qui ont trouvé du boulot pendant une école à Cargèse. Et les contacts qui ont été établis ici pendant une école resteront pour des siècles, des siècles, des siècles. Bon, après, donc, évidemment, un site comme Cargèse ici, tu peux attirer des grands scientifiques, tu peux attirer des prix Nobel. Tu auras du mal à attirer un prix Nobel qui doit passer 15 jours ici si le site n'était pas beau. Je veux dire qu'il faut quand même dire les choses. Donc, faire venir Phil Anderson ou Wolfgang Ketteler, c'est quand même quelque chose, il est attiré par le site. Et donc, ça aide aussi. Et finalement, je pense que c'est même le plus important, et la conclusion de tous les témoignages qu'on a eus pour le livre, c'est une pépinière, un jardin de la connaissance, de l'excellence scientifique et de l'interdisciplinarité. Quintanoggi nous a même dit que sans ces écoles, je n'aurais pas été le chercheur que je suis devenu. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment passer. Alors, donc, évidemment, il y a des conditions de réussite. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas gratuit. On ne peut pas créer un jardin comme ça et démarrer. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes et des conditions. Donc, avant tout, je pense que le projet doit être porté et défendu par les scientifiques. Ce qui est vrai pour Cargèse, ce qui est vrai pour les ouches. D'accord. Toujours, le directeur scientifique, le comité scientifique, c'est toujours des grands scientifiques. Et donc, ça ne doit pas changer. Du moment qu'on touche ça, c'est perdu. Alors là, la deuxième chose, c'est qu'il faut une surveillance de la qualité scientifique avec des indicateurs. Alors, les indicateurs, c'est un peu plus compliqué parce que les indicateurs ne sont pas immédiats. Ça se voit probablement après 10 ans si une réunion a eu la réussite, un grand projet, a démarré un grand projet. Mais ce qu'on peut constater aujourd'hui pour Cargèse, il y a eu, depuis les 60 ans, il y a eu 800 écoles. 800 écoles, c'est quand même beaucoup. Je remercie Nathalie et Dominique pour les chiffres.
Il y a eu 30 physiques, prix Nobel et médailles Fields qui sont venus ici. Il y a plus que 30 000 participants. Ça fait 3 fois de plus qu'à Aspen, par exemple. Donc, on est très bien. Et donc, et pour les tutelles du CNRS, il y a eu 180 écoles thématiques du CNRS depuis 2003. Donc, début 2003, et peut-être même plus. Ça veut dire qu'un quart des écoles ici, ce sont des écoles thématiques du CNRS. Et je pense qu'à l'époque, avec Alain, on avait vraiment un but, un objectif de sanctuariser un peu tout ça, parce que chaque année, il faut se battre pour les écoles thématiques au CNRS, parce qu'il faut partager le gâteau avec les autres instituts. Les 180 écoles thématiques, c'est tout institut confondu. Et on avait l'idée, donc on coupe le gâteau, et donc il y a une partie, parmi les 100 écoles thématiques chaque année, on dit que bon, il y en a 10 pour CAGES, par exemple. Et de toute façon, chaque année, il y en a 10. Pourquoi pas simplement dire que chaque année, il y en a 10. Voilà. Et donc laisser faire le boulot du comité scientifique pour garantir la qualité scientifique. Pour l'instant, on n'a pas réussi, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans l'avenir. Ce qui est important, ce qui est beaucoup plus le cas à CAGES par rapport à l'école de physique des Ouches, c'est la symbiose avec le village et la région. Et je ne sais pas si les tutelles de Corté sont déjà là, mais je pense que cette relation est extrêmement importante. Vous avez sans doute vu le panneau de Joshua Pack sur la route qui monte vers la route principale là-bas. Joshua Pack avec son chalet juste à côté. Il a souvent organisé les mains à la pâte ici à CAGES, donc il est très bien connu, il a eu sa contribution, il n'est pas parmi les fondateurs de l'Institut, mais son poids scientifique a largement contribué à la gloire de CAGES, et donc il est devenu citoyen d'honneur du village. Et donc il y a aussi un témoignage du maire de CAGES, il est toujours maire d'ailleurs, François Garidacci, qui dit qu'il est tellement impressionnant que les grands scientifiques soient capables d'expliquer au grand public les découvertes. C'est essentiel pour stimuler la curiosité de nos jeunes, même s'ils ne deviennent pas scientifiques, et c'est un privilège pour notre village touristique. Il faut savoir que l'Institut de CAGES organise régulièrement des rencontres grand public où un scientifique qui est donc enseignant ici à l'école explique ce qu'il a fait au village de CAGES. Je pense que parmi vous, Mathias et Michel, je crois aussi. Enfin donc, il faut bien sûr que l'Institut a une vocation visibilité internationale. Ce n'est pas un truc de Corse, ce n'est même pas un truc de la France, même un truc de l'Europe, mais c'est vraiment une vocation internationale, ce qui est largement le cas. Je pense qu'il y a à peu près 3 quarts de participants qui viennent en haut de la France. Ensuite, peut-être un peu plus politique, il faut des autorités locales et nationales. Et ça, c'est très bien parce qu'en France, on a cette formule qui s'appelle UMS, un nom qui a évolué, je crois, entre-temps, mais c'est une unité mixte de services. Ça veut dire qu'il y a des partenaires qui mettent des ressources humaines et budgétaires dans un pot commun, et donc on gère les pots ensemble. Et donc ça, c'est donc parfaitement fait pour CAGES. Au Jouche, ça n'a pas été le cas. Et il fallait d'abord commencer parce que l'école de physique aux Ouches, il y a 5-6 ans, était toujours un petit service de l'IMP de Grenoble et de l'université Joseph Fourier. Et donc le CNRS a énormément poussé pour que ça devienne un UMS avec comme partenaire le CNRS, le CEA et l'ENS de Lyon. Ensuite, puisqu'on est sur un site isolé, je pense qu'il faut sur place une certaine autonomie dans la gestion de à peu près tout. Donc ça veut dire le jardin, la cuisine, l'informatique, tout, même les ordinateurs, etc. Donc, et je pense que ça demande au personnel un petit multitasking qui est évidemment très, très important. Et je pense que je peux féliciter le personnel ici. Je crois qu'il y en a juste devant moi que c'est vraiment très bien fait ici à CAGES. Donc, voilà. Et enfin, donc, je pense que ça c'est très important. C'est un message que je voudrais transmettre aux tutelles ici présents, qu'il faut une politique à long terme et pas simplement voir ce qui se passe demain. Ça c'est très important pour la survie de l'école. Une politique à long terme, ça veut dire qu'il faut mettre des postes, parce qu'un poste c'est souvent pour 40 ans. Et aussi un financement qui a été sanctuarisé de l'argent frais. Mais les risques et obstacles, on en a parlé aussi un tout petit peu pendant
pendant les ateliers. D'abord, les gouvernances changent et leur vision des choses change aussi. Et ça, c'est risqué parce que ça pourrait d'une année à l'autre changer complètement. Les universités fusionnent. Ça, c'était le cas, par exemple, à Grenoble, où l'université a fusionné avec les services SHS, les universités SHS, économiques, etc., qui n'ont pas forcément la même vision des choses. Et donc, ça, c'est un risque quand même qu'il faut survivre. Et donc, on a beaucoup parlé de la résilience cette semaine. Un autre problème, c'est le recrutement durable du personnel qualifié sur place. Recruter un chercheur, on sait comment faire, mais recruter un ITA en informatique, en BAPC ou je ne sais pas quoi, ça demande quand même une certaine compétence professionnelle qui n'est pas forcément sur place. On est ici à Cargèse, on n'est pas à Montpellier, on n'est pas à Grenoble, on n'est pas à Saclay. Donc ça veut dire que c'est quand même très compliqué de recruter quelqu'un qui connaît bien la comptabilité ici à Cargèse. Quelqu'un qui fait venir quelqu'un du continent en Corse, ça marchera peut-être pour 2 ans. Après, donc, la personne va disparaître et voilà, le problème revient. Donc, il faut recruter sur place. Et ça, c'est pas toujours facile. Du lieu. Tu disais, Benoît? Non, je disais disparaître, il y a une petite ambiguïté sur disparaître. Tu veux dire qu'elle est éliminée par la population locale? No comment. No comment. Ensuite, l'immobilier augmente en valeur. Et donc là, ça veut dire que l'université, il faut quand même savoir, je ne connais pas trop bien les chiffres de Cargèse là-dessus, mais le site, ça vaut quand même quelque chose, surtout après la rénovation, etc. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi. Et cet argent existe toujours en immobilier. Au Jouche aussi, c'est la même chose. Je ne sais pas, 12 chalets, je crois qu'à peu près 12 chalets au pied du Mont Blanc, à 200 mètres, une station de ski extrêmement chic. Je veux dire, ça vaut de l'argent et il y a assez d'argent pour remplir tous les trous dans le budget universitaire. Donc, tu vois, il y a un risque quand même. Bon, il y a au Jouche, par exemple, il y a quelques années, c'était la raison aussi pourquoi l'UMS a été créé, il y avait des fonds de roulement. Et les fonds de roulement, vous voyez que donc, les participants payent le frais de participation. Ces frais de participation, normalement, ça devient ressource propre d'une unité mixte. Par contre, au Jouche, ce n'était pas une unité mixte et il y avait beaucoup d'argent, je ne vais pas préciser, mais il y avait beaucoup d'argent sur les fonds de roulement. Et vous savez, un fonds de roulement, c'est extrêmement risqué parce que s'il n'y a pas vraiment un plan d'investissement, je ne suis pas comptable, Bercy arrive et dit c'est tout pour moi. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment, ça c'est aussi un message aux tutelles, avoir un plan d'investissement. L'argent existe, il faut ensemble décider ce qu'il va faire avec l'argent. Je pense qu'à Cargèse, ça se passe très bien. Il y a le jardin maintenant, tous les bâtiments Charpak, etc. Mais je pense qu'il faut quand même réaliser que pour une grande partie, ça a été payé par les participants, finalement. Et donc ça, c'est très important. Et donc, ça demande donc la participation, la coopération des trois tutelles de Cargèse, parce que c'est eux qui décident. Enfin, pour les organisations des écoles, moi aussi j'ai beaucoup organisé ici. Le problème, au fur et à mesure, c'est que pour avoir l'argent d'une semaine d'école, il faut un financement de 1 sur n ou n temps l'infini. C'est de plus en plus compliqué de rassembler cet argent. Et donc, c'est pour ça que je pense que cette idée de la fondation qu'on a discutée hier, c'est une très bonne idée parce qu'il faut pérenniser, parce qu'il y a souvent les organisateurs qui ne sont pas motivés d'organiser ou d'organiser encore une fois parce qu'il faut demander, je ne sais pas combien de sources d'argent. Même au CNRS, le nombre de sources d'argent est déjà au moins 4 ou 5. Il y a les délégations, il y a les laboratoires, il y a la formation permanente, il y a les 10 instituts. Donc vous voyez que seulement au CNRS, déjà, il y a 4 ou 5 sources d'argent pour l'organisation. Ensuite, par rapport à ce qui se passe par exemple aux États-Unis, si vous payez le frais de participation à la Optical Society of America, etc., vous voyez, vous payez tout. C'est le coût complet. Vous payez même les salaires des gens qui ont été embauchés pour l'organisation, etc. Vous payez tout. En France, il y a beaucoup d'argent caché. Si vous payez les frais de participation, vous participez pas
au salaire, la masse salariale de l'Institut, par exemple. On pourrait. Je veux dire qu'au conseil d'orientation, on a parlé de ça une fois, parce que parfois, il y a assez d'argent pour le faire. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, mais si on fait les comptes à coût complet, et ça, c'est très important, et c'est difficile parce qu'il y a 3 tutelles avec je ne sais pas combien de délégations et combien de services, etc. Le coût complet n'existait pas. À l'Institut de physique, à l'époque, on a chiffré un tout petit le coût complet d'une école de physique ici à Cargèse, y compris le voyage Paris-Cargèse ou Paris-Ajaccio. On a conclu que l'organisation d'un colloque à Cargèse en une semaine, c'est moins cher que l'organiser à Paris. Et de ne pas prendre l'avion, de ne pas prendre le bus, et ne pas, etc. Donc il faut se rendre compte, il faut le crier sur le toit. Donc il faut avoir une approche budgétaire à coût complet. Ensuite, ce que j'ai vécu plusieurs fois en tant qu'organisateur, qu'on a invité une personne et il veut venir avec toute la famille. Moi aussi, je suis parfois venu avec toute ma famille. Mais c'est un risque qui passe mal dans les couloirs de l'administration. Parce que c'est vrai que le marché, les hôtels, etc., ont été négociés entre l'Institut et l'hôtel, etc. Donc, ce sont des prix négociés et toute la famille en profite. Et je vous dis que c'est quelque chose qui passe très, très mal à l'Institut. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire gaffe de ne pas ouvrir... ça n'existe plus. Ça n'existe plus, voilà. Mais donc, ça a existé, et peut-être aux Ouches, je ne sais pas si ça existe toujours. Ce n'est pas toujours le cas, mais je me souviens encore d'une école de Chaouki Misba, ici, il y avait plus d'enfants que de participants. Et là, on dépasse simplement la ligne rouge. Voilà, je te le dis. Et finalement, c'est ce que j'ai dit déjà il y a quelques minutes, il faut une justification scientifique qui n'est pas toujours reconnue par la compta, et la phrase de Pierre Léna qui dit que la demande de formation pour rien faire sur l'île de beauté afin d'activer mes neurones, ça ne passe simplement pas. Voilà. Donc j'ai presque fini. Donc il y a un projet qui est dans le pipeline, un projet que j'aime bien, parce qu'on a demandé, la Société française de physique a demandé la labellisation du site historique de l'Institut de Cargèse. On a fait la même opération l'année dernière aux Ouches. Vous voyez la photo ici. Vous voyez donc l'ancien directeur de Ouches, Christophe Salomon. Il y a Guy Bonser, qui est actuellement le président de la Société française de physique. Il y a Luc Berger, un Français au CEA, qui est actuellement président de la Société européenne de physique. Et il y a Alain Fontaine, qui connaît bien les Ouches, évidemment. Et donc, on a demandé, on l'a obtenu. Donc, j'espère que d'ici fin de l'année, déjà, on a rédigé un texte avec Fabrice, avec Elisabeth Dubois-Violette, qui va finalement apparaître sur une plaque que vous voyez ici, qui explique aussi, encore une fois, aux gens pourquoi l'Institut existe. Enfin, donc, mon dernier diapo, je veux simplement répéter ce qu'il a été dit par Quentin Luggi, que j'espère que la communauté de la physique et surtout les agences moyennes et les décideurs ont bien conscience que la recette de ces écoles scientifiques isolées et conviviales a été et restera précieuse pour le progrès de la science. Merci.